Allez, salut tout le monde, bienvenue sur le théorème de novembre pour un tout nouveau programme sur la chaîne, parce qu'aujourd'hui on va faire de l'informatique. Et pour cette première série de vidéos, on va s'intéresser aux très nombreux tris qu'on doit apprendre à coder quand on est en classe prépa, et pour aujourd'hui, pour cette première vidéo, le tri à bulles. Donc, le tri à bulles, comme son nom l'indique, c'est une opération qui va permettre de trier une liste. Donc pour ça, on a besoin d'une liste, et qu'elle soit pas triée, donc j'arrive tout de suite. Hop, on va joyeusement mélanger la liste avant de commencer. Voilà, on va partir de la liste mélangée comme ça, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire plusieurs passages dans la liste de gauche à droite en fait, et à chaque fois, ce qu'on va faire, à chaque passage de la liste, on va comparer deux éléments voisins, et s'ils ne sont pas dans le bon ordre, on va les inverser. Donc là par exemple, violet est à gauche d'orange, c'est pas bon, il faudrait qu'ils soient dans l'autre sens, donc on va les inverser. Et ensuite on continue. Maintenant qu'on a fait ce couple-là, on passe à ce couple-là. Là, on voit que violet est à gauche de rouge, c'est pas bon non plus. Donc on va encore les inverser, etc. etc. Et là, ce qu'on remarque, c'est que violet, qui est l'élément qui est censé être le plus à droite dans la liste, le plus léger, entre guillemets, va se retrouver inversé à chaque fois qu'un couple va être utilisé sur lui. Donc là, on voit que au fur et à mesure, violet remonte, jusqu'à la fin de la traversée de la liste se trouver tout à droite. Et là tout le principe c'est qu'on sait que le dernier élément, l'élément qui se trouve tout à droite de la liste, est nécessairement le dernier élément dans la liste triée. Donc on peut le mettre à part, ce que je fais ici. Et maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement recommencer et faire un deuxième passage de la liste. Donc là par exemple rouge-orange c'est pas bon, on peut les inverser. Et là on est tombé sur bleu maintenant, bleu qui est le deuxième élément le plus léger de la liste et qui est donc celui qui doit remonter maintenant qu'on est arrivé sur... Maintenant que violet, je veux dire, est déjà trié. Et donc là, on voit que bleu est à droite d'orange, donc c'est bon. Donc on ne touche pas à ces deux éléments-là. Et par contre, à partir de là, bleu est le plus léger des éléments qui restent. Donc, il va être inversé à chaque fois. Comme ça, arrivé à droite. Et à ce moment-là, on sait que lui aussi est déjà trié. Donc on peut le mettre à part. Et on continue comme ça. Là, ces deux-là sont bons. Ces deux-là sont bons, ces deux-là sont pas bons, donc on les inverse, et ces deux-là sont bons. Et là, ce qu'on voit, c'est que la liste est triée, mais ça, notre code, il le sait pas. Du coup, là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va simplement terminer le processus en disant, lui, on peut le mettre en sécurité, ces deux-là sont bons, ces deux-là sont bons, ces deux-là sont bons, le passage est terminé, on le met lui en sécurité, ces deux-là sont bons, ces deux-là sont bons, on le met lui en sécurité, ces deux-là sont bons, on met ces deux-là en sécurité, et on a terminé de trier notre liste en fait. C'est comme ça que ça marche, c'est par passage successif, avec remontée comme une bulle dans une flûte de champagne, d'où le nom du tri, de l'élément le plus léger de la liste à chaque fois, qui part directement vers la droite. Donc, maintenant qu'on a compris comment fonctionne le tri à bulles, on se retrouve sur Piso pour apprendre à le coder. Donc du coup, ce qu'on va commencer par faire tout de suite, c'est définir une fonction, donc on va appeler bulle, et qui va prendre en argument une liste. On met 2 points pour dire que tout ce qu'il y a à partir de là appartient à la fonction. En fait, ça vous permet de mettre la tabulation ici automatiquement sur Piso, et donc que tout le contenu de ce qui suit soit contenu dans la fonction. Excusez-moi, je suis un peu malade. Et donc ce qu'on va commencer par faire, c'est définir une boucle for qui va nous permettre de répéter des actions. Et les actions qu'on va répéter, c'est toutes les actions qu'il faut faire pour traverser notre liste, ce qu'on a vu tout à l'heure sur le fonctionnement du tri. Et donc là, on peut utiliser une boucle for parce qu'on sait déjà combien de fois on devra traverser la liste. On devra la traverser autant de fois qu'il y a d'éléments dans la liste. Du coup, on va pouvoir utiliser for i in range de len de list, pardon. On met les 2 points encore une fois pour dire qu'on rentre dans une boucle et que donc il faut rajouter une indentation, une tabulation ici. Et en fait, ça, ce que ça veut dire, ce range de len de list, c'est qu'on va faire le tour de la boucle pour chaque valeur de i qui commencera à 0 et qui s'arrêtera à la longueur de la liste. Ça, c'est une instruction qui va de prendre la longueur de la liste, moins 1. Ça, c'est important. L'action range s'arrête à l'argument qu'on lui donne ici, moins 1. Donc ça veut dire qu'on ira de 0 à la longueur de la liste, moins 1. Et donc au final, on fera bien la longueur de la liste, tour de cette boucle-là, cette boucle for. Donc ça, c'est une première boucle for, et on va tout de suite lui rajouter une deuxième boucle for, donc pas avec la même variable, mais avec la variable j. Et celle-là, elle va nous permettre de, elle va nous permettre d'effectivement parcourir la liste et de dire pour chaque élément
du premier, donc de l'élément numéroté 0, parce que ça c'est important, en Python on commence à compter à partir de 0 et pas à partir de 1. Donc à partir de l'élément 0 jusqu'à l'élément n-2, si la longueur de la liste totale c'est n, donc jusqu'à l'avant-dernier élément, il va falloir à chaque fois le comparer avec l'élément qui suit pour éventuellement les échanger. Donc si on veut s'arrêter à l'élément n-2, c'est-à-dire l'avant-dernier élément de la liste, il faut que notre range, vu qu'à chaque fois on s'arrête un cran avant ce que donne, avant en tout cas l'argument contenu dans range, on va donc s'arrêter à range de len de liste moins 1. On met les 2 points encore une fois pour rentrer dans la boucle, et donc maintenant il faut dire ce qu'on veut faire pour cette variable j. On veut comparer le jm élément de la liste au j plus unième et les inverser si il se trouve qu'ils ne sont pas dans le bon ordre. Du coup on va pouvoir faire une structure conditionnelle, donc avec if, c'est-à-dire si, et donc là si le jm élément de la liste qu'on note liste crochet j est plus grand que liste crochet j plus 1, ça veut dire qu'on a un problème, que les éléments ne sont pas dans le bon sens et qu'à ce moment-là, il faut les inverser. Encore une fois, on rajoute les 2 points pour dire que là, donc tout ce qui suit et ce qui est indenté est concerné par le if, c'est important. Et maintenant, on va pouvoir donc, dans ce cas où liste crochet j est plus grand que liste crochet j plus 1, c'est-à-dire que le jm élément est plus grand que le j plus unième, les inverser. Et là, attention, petit piège, il y a quelque chose qui serait assez tentant à écrire, que je vais écrire maintenant, qui serait de dire liste crochet j égale liste crochet j plus 1. Donc on écrit le contenu de liste crochet j plus 1 dans liste crochet j, et après on fait l'inverse, on écrit liste crochet j plus 1 dans liste crochet j. C'est assez tentant de faire ça, mais ça en fait ça marche pas, et ça marche pas pour une raison très simple. C'est qu'en fait, supposons qu'on ait liste crochet j ici et liste crochet j plus 1 ici. Ce qu'on va faire en écrivant ça, c'est qu'on va prendre liste crochet j plus 1 et l'écrire dans liste crochet j, comme ça. Donc jusque là tout va bien. Mais sauf que si là on essaye de reprendre liste crochet j dans liste crochet j plus 1, et bien en fait la valeur originale de liste crochet j, là on l'a perdue. Parce que maintenant liste crochet j est égale à rouge et est plus égale à bleu. Et en fait notre valeur de bleu, ben, on l'a juste perdue ici. Et pour que ça marche bien, il faudrait qu'on la sauvegarde ailleurs. Parce que là, si on essaye de reprendre liste crochet j et de le réécrire dans liste crochet j plus 1, on va juste réécrire rouge dans rouge et on va pas réécrire notre résultat comme il faut. Voilà, donc ça marche pas. Et donc du coup, il y a 2 manières de faire ça d'une manière qui marche. On peut soit utiliser une variable temporaire, c'est ce qu'on va faire le plus souvent, donc c'est-à-dire qu'on va écrire liste crochet j par exemple dans une variable temporaire. On va pouvoir ensuite du coup remplacer le contenu de liste crochet j parce qu'on l'a sauvegardé autre part, donc du coup on peut le remplacer par liste crochet j plus 1, et ensuite liste crochet j plus 1 lui réécrire le contenu de notre variable temporaire qui a gardé la valeur originale de liste crochet j en fait. Et donc là on fait bien notre échange comme il faut, ou alors il y a même une solution encore plus simple qui existe, c'est de directement réattribuer le couple. En fait ce processus là Python peut le faire automatiquement si on l'écrit comme ça, liste crochet j plus 1, donc qui représente un couple. En fait les deux variables vont être exploitées en même temps, et en fait lui dire que ce couple liste crochet j plus 1, on veut qu'il devienne égal au couple liste crochet j plus 1, liste crochet j. Et là en fait, vu que les 2 opérations d'échange sont faites en même temps, en un sens, là si on écrit ça comme ça, effectivement notre échange marchera. Mais ça c'est un petit peu triché. La manière dont on vous demandera sûrement d'écrire en prépa, c'est celle-là. Donc c'est pour ça que je vais utiliser celle-là dans mon code. Donc là en fait ce qu'on vient de faire, c'est qu'on vient de dire que si le jm élément est plus grand que le j plus unième élément, on veut échanger les deux. Et là pardon, j'ai fait une erreur ici, c'est surtout pas liste crochet j qu'il faut écrire, mais c'est du coup temp, notre variable temporaire dont on veut aller rechercher la valeur, puisqu'on a défini que temp tout à l'heure c'était liste crochet j, qu'on avait sauvegardé la valeur de liste crochet j. Donc maintenant ce qu'on a fait, c'est qu'on a échangé nos 2 valeurs, et là en fait si on réfléchit, on va donc échanger nos 2 valeurs si nécessaire pour chaque élément dans la liste, et ça en fait on va faire autant de passages que d'éléments qu'on a dans la liste. Donc là finalement on a terminé la programmation en fait. Là on a directement un code qui va nous donner notre liste triée. Donc du coup ce qu'on va faire, c'est qu'on va sortir de toutes les boucles, on va seulement revenir dans la fonction principale, et ça c'est avec cette verticale là qu'on le voit, parce que là la seule chose dans laquelle on est,
ces bulles de liste, on n'est plus dans cette boucle for là, on n'est plus dans cette boucle for là, on n'est plus dans cette condition if là. Donc ici, ce qu'on peut juste écrire, c'est return list pour dire à notre programme que ce qu'on veut récupérer, c'est la liste qu'on modifie depuis tout à l'heure. Donc du coup, on va pouvoir tester, on va se donner une liste test qui va être par exemple égale à 2, 7, 1, hop, voilà, on se donne une liste test. Et on va donc pouvoir tester maintenant bulle, pardon, il faut charger le programme avant. Donc pour ça, en tout cas sur Piso, la manière dont on charge un programme, c'est on appuie sur CTRL et Entrée en même temps. Là on voit qu'il y a une petite ligne qui s'est écrite là-haut, ça veut dire qu'on a bien chargé le programme dans la mémoire de l'ordi. Et maintenant on peut l'exécuter ici. On lui demande de faire bulle de notre liste test. Et on a bien quelque chose de trié. On a donc un tri à bulles qui fonctionne. Et donc voilà pour le premier algorithme qu'on aura recodé ensemble sur cette chaîne. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, que ce soit sur cet algorithme ou sur la prépa en général. Si j'en vois qui sont intéressantes, j'y répondrai dans la prochaine vidéo. Et cette vidéo, j'aimerais la finir en vous parlant un petit peu plus de mon expérience de la prépa. Parce qu'il y a pas mal de monde qui va vous dire, qui m'a dit aussi, que la classe la plus dure de prépa, c'était la spé. Et moi je suis pas d'accord, je trouve que c'est la sup. Parce qu'en fait, on se prend une telle claque de quantité de travail en passant de terminale en sup, que c'est quelque chose qui nous paraît insurmontable et qui moi aussi m'a paru insurmontable. Enfin, pendant que j'étais en sup, il y a vraiment pas mal de temps, même je dirais les 3 premiers mois, où je pensais que j'étais pas capable d'aller au bout, où je pensais sérieusement arrêter la prépa en fait et partir à la fac. Mais alors attention, me faites pas dire ce que j'ai pas dit, vous prendrez une claque aussi, et je me suis pris cette claque aussi en passant de sup en spé, parce que là aussi il y a une charge de travail supplémentaire qui existe. Mais on s'en est déjà pris une, on s'est déjà pris celle de la sup quand on arrive en spé, donc du coup on est déjà habitué en fait, et personnellement j'ai trouvé que cette deuxième claque elle était beaucoup plus supportable que la première. Mais en tout cas ce que j'aimerais dire c'est que même si cette claque elle fait très mal, et que j'ai franchement eu de la peine pendant les 3 premiers mois de prépa, donc j'imagine que peut-être vous aussi, si vous avez la chance de ne serait-ce savoir que qui que ce soit qui croit en vous, franchement, reposez-vous au maximum sur cette personne. J'ai tapé le micro, je suis désolé, ça a dû faire du bruit dans vos oreilles. Bref, reposez-vous sur cette personne tant que vous pouvez, parce que c'est pas parce que vous avez de la peine en début de sup que vous arriverez à rien en prépa. La preuve, moi, franchement, je pensais pas aller au bout quand je suis entré en prépa, et aujourd'hui, j'ai réussi à intégrer, franchement, l'école qui était l'école de mes rêves, qui est le SPCI, et qui est une très bonne école, donc j'ai réussi à aller au bout, alors même qu'au début j'y croyais pas. Donc la seule chose que je pourrais vous dire pour ce petit message, ce petit aparté de fin de vidéo, c'est croyez en vous. S'il y a qui que ce soit qui croit en vous, reposez-vous sur cette personne, parce qu'on peut le faire. C'est pas parce qu'on a de la peine en début de prépa qu'on est bon à rien, qu'on arrivera à rien. C'est normal, on passe tous par là, et c'est pas pour autant qu'on peut pas arriver à des résultats magnifiques au bout de l'aspect. Voilà donc pour cette première vidéo sur le théorème de novembre. Vous avez tous les réseaux dans la description. YouTube, Facebook, Instagram, n'hésitez pas à vous abonner, et moi je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo pour un nouvel algorithme. Allez, salut à tous.